Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. C'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Ce numéro est principalement consacré à l'humanitaire, faire du bien pour les autres évidemment, leur apporter ce dont ils ont besoin et en retour contre absolument rien, seulement la reconnaissance. Aujourd'hui donc nous mettons le focus sur une fondation, celle bien sûr de Madame la Première Dame de la République de Guinée qui nous reçoit d'ailleurs ici chez elle. Il s'agit de Madame Djené Kondé. Madame, merci de nous recevoir ici. Bienvenue dans cette émission Café Débat. Merci M. Gallo de m'avoir invité. Et merci aussi à vos téléspectateurs de nous suivre. Merci surtout de la disponibilité. Alors c'est la toute première de participer à cette émission. D'abord vos impressions. Et disons que j'ai vu quelques images sur le site et j'ai vu votre panel d'invités. Je suis impressionné. Merci. Et félicitations à vous. Merci beaucoup. Alors comme je l'ai dit, on parle humanitaire et vous êtes au-delà d'être première dame de la République, donc à la tête de cette fondation qu'on appelle POSMI. Et je rappelle que l'histoire, elle nous rappelle que toutes les premières dames ont eu des fondations pour impacter la vie des Guinéens. Alors vous, quand votre époux, dont le président Alpha Condé a été élu, quel est le sentiment qui s'est emparé de vous, sachant que vous devriez diriger une fondation? Bon, merci pour la question. Disons que ça ne s'est pas passé comme ça dans l'ordre. Bien. Je vais essayer de vous expliquer un peu. Vous savez, l'humanitaire est quelque chose, je le dis souvent, on l'a ou on ne l'a pas. D'une façon générale aussi, on dit que la générosité est femme. Je dirais que toutes les femmes ont cette générosité innée en elles et prêtes à faire du bien. Alors lorsque effectivement mon époux a accédé au pouvoir, et avant cela, donc en 2010, quand on était à la campagne présidentielle, j'ai fait une tournée nationale donc à travers la Guinée, les villages, les sous-préfectures, les hameaux. Et j'ai touché la population au plus près. Et je me suis rendu compte donc des difficultés que traversent les femmes, d'une façon générale, mais surtout les femmes de la Guinée profonde. Donc ça m'a donné une idée de me mettre au service de cette population si toutefois mon époux accédait au pouvoir. C'est ce qui fut le cas et rapidement, quand j'avais déjà l'idée en tête et que mon cursus professionnel, disons même universitaire, le souligne aussi. D'accord. Je suis diplômée de sociologie, donc j'ai un master 2, maintenant c'est une maîtrise. Et j'ai fait aussi une année de communication et information. Donc déjà ce parcours me dirigeait naturellement vers à connaître la société et ses problèmes. Oui, voilà, la société dans ses faits, totaux et globaux, comme on le dit. Donc voilà, et étant donné que j'avais l'idée là, rapidement nous avons mis en place la fondation. Et c'est tout naturellement que je suis allée vers le domaine de la santé, parce que effectivement, tristement, la Guinée était classée à la queue de peloton en ce qui concerne la mortalité maternelle et infantile. Alors, permettez-moi de vous arrêter là, c'est là où justement j'aimerais savoir, parce que j'ai dit tout à l'heure que toutes les premières dames par le passé, une fois que leur époux est au pouvoir, elles ont une fondation. Maintenant, est-ce que vous étiez préparé? Vous dites oui, en tant que femme, il y avait déjà une prédisposition naturelle, parce que les femmes, bien sûr, sont prédisposées à faire du bien. Maintenant, en termes de schéma, est-ce que quand vous veniez, puisque j'ai dit qu'il y a des fondations qui ont précédé la vôtre, est-ce que vous avez trouvé un format standard, à dire que oui, quand une première dame a une fondation, c'est forcément comme ça qu'elle doit travailler, voilà les actions qu'elle doit mener, ou est-ce que vous aviez le choix d'orienter votre fondation vers des objectifs qui vous tiennent déjà à cœur en tant que femme, qui aime faire du bien, même avant qu'elle ne soit première dame?
Donc, ce que je dirais là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de schéma propre. Standard. D'accord. Pour créer une fondation. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une obligation. D'accord. Lorsqu'on est épouse de président, on peut rester à la maison, on peut ouvrir un cabinet ou pas. Déjà, là, c'est une décision présidentielle d'ouvrir un cabinet. Et il se trouve que le président Alpha Condé a décidé, moi, de m'ouvrir un cabinet donc, de la première dame. Mais l'association, il n'a rien à voir dedans. C'est pas lui qui m'a dirigé et c'est pas aussi un schéma classique des premières dames. Soit on y vient parce qu'on a le cœur à ça, soit on peut faire le social de temps en temps. Mais disons que moi je me dis que lorsque Dieu vous donne un statut, que Dieu vous donne un titre, vous devez d'aider. C'est comme ça que je vois la vie. Donc voilà. Donc vous avez eu le choix d'orienter, si vous voulez, votre fondation vers un domaine bien donné. C'est là où on va parler des objectifs principaux de la fondation Prosmi. Mais justement, avant de parler des objectifs, on voudrait bien savoir, parce que beaucoup de gens vous voient à la télé, la fondation Prosmi avec la première dame. Qu'est-ce que ça veut dire Prosmi? Alors, Prosmi, c'est protection maternelle, sociale et infantile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que partout où il y a des manquements, vous savez, un gouvernement ne peut pas tout faire. Absolument. Et l'humanitaire, on y vient, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un choix de vie. Alors nous, comme le titre l'indique, nous venons en aide à la population démunie, protection sociale, maternelle et infantile. Donc nous venons en aide à la couche la plus défavorisée de la population guinéenne. Dans ce sens-là, quels sont donc vos objectifs principaux que vous vous êtes fixés dès que vous avez ouvert cette fondation jusqu'aujourd'hui? D'abord, on avait une préoccupation, c'était de jouer sur les indicateurs de la mortalité maternelle et infantile. Donc nous nous sommes approchés du ministère de la Santé et main dans la main, nous sommes allés sur le terrain vers les associations de sages-femmes pour voir qu'est-ce qui fait qu'en Guinée, il y a plus de décès lors de couches. Vous voyez? Donc, on a compris que les indicateurs, ce n'était pas forcément médical, c'était social et c'était aussi dans le domaine de l'information. Ça veut dire quoi? Qu'une femme dans les zones les plus reculées qui tombe enceinte et que durant toute la période de la grossesse, qu'elle n'ait pas vu une seule fois une sage-femme ou en tout cas un professionnel du corps médical et que lors de l'accouchement, les complications peuvent se présenter. Et cette femme-là, généralement par ignorance ou je ne sais pas pour qui X raison, va accoucher donc dans sa case ou chez elle à domicile. Et c'est là que effectivement il y a décès. Parce que les statistiques, quand vous avez approché le ministère, les statistiques étaient alarmantes, on va dire. Et donc vous étiez obligé de faire quelque chose. Disons, on a 15 pays dans la CEDEAO. La Guinée était l'avant-dernier en queue de peloton. D'accord. C'est-à-dire que chez nous, les femmes, il y a des chiffres, effectivement, les femmes mouraient beaucoup plus lors des couches en Guinée, Burkina Faso, qu'au Mali ou qu'en Côte d'Ivoire. Donc, et les enfants aussi qu'elle y laissait, donc l'orphelin, avait toutes les chances de décéder avant ses 5 ans. D'accord. Pourquoi? Parce que déjà le lait maternel va manquer, les soins, l'amour maternel et tout ça, ça va manquer à l'enfant qui se meurt petit à petit.
Et donc, nous avons joué, nous, à la Fondation, sur l'information. Nous avons joué aussi sur des dons de moto-ambulances, parce que les zones les plus enclavées de Guinée, lorsqu'il s'agit de transporter la dame enceinte qui est déjà en début de travail, c'est sur la moto ou parfois dans les hamacs, et pour les amener à la grande rue. Et de là-bas, il faut trouver un taxi pour un centre de santé, et généralement, le décès survient. Donc, nous avons offert des motos-ambulances dans quelques zones enclavées de Guinée, 13 motos-ambulances. Nous viendrons tout à l'heure aux actions concrètes que vous avez menées. Alors, si je comprends, c'est que vos objectifs se résument à la santé, principalement au domaine de la santé, ou est-ce qu'au-delà du domaine de la santé, la Fondation Prosmi a un autre domaine d'intervention où vous faites de l'humanitaire, ou en tout cas vous faites des actions? Tout à la fois. Disons tout à la fois. Je reviens au titre, à l'intitulé donc de Prosmi, protection sociale maternelle et infantile. Maintenant, nous sommes dans l'éducation, l'éducation de la jeune fille. Pourquoi? Parce que là aussi, c'est vraiment, le pays est en déclin. En tout cas, en 2010, les statistiques que nous avons vues, les jeunes filles en Guinée n'allaient pas à l'école jusqu'au collège. Disons qu'elles étaient scolarisées jusqu'en primaire. Et comme il n'y avait pas de cantine et tout, une fois qu'elle retournait à la maison pour aller manger, l'après-midi, elle ne revenait pas à l'école, parce que les jeunes filles, à la différence des garçons, sont retenues pour les tâches ménagères. Donc, elles vont aller chercher de l'eau, elles vont piler, et après, c'est suivi par le mariage précoce. Donc tout ça, c'est des domaines dans lesquels la Fondation se bat. Contre les mutilations génitales féminines aussi. Nous avons fait une grande campagne à Forêt-Caria pour le dépôt des couteaux, des traditionnels, des femmes qui font cela. Et nous sommes dans l'environnement. Vous vous souviendrez que dès 2011, j'ai pris le balai, j'ai invité le gouvernement à nous soutenir pour assainir Conakry. Il y a beaucoup d'améliorations maintenant. En 2011, c'était la catastrophe. Moi, je voyais des tonnes d'ordures partout. Je suis allée à la carrière avec l'ambassadeur d'Afrique du Sud qui était là pour aller toucher du doigt les tonnes, l'équivalent de 4 étages d'ordures à la carrière. Oui. Et bon, je suis assez fière de cela parce que à l'époque 2011-12, ça a porté fruit. Parce que moi j'ai pris un plan d'action sur 3 mois. J'ai dit c'était pour réveiller les consciences, pour dire que chacun est propre dans sa concession, pourquoi nos lieux publics restent sales. Donc c'était ça. Et pour créer le déclic, n'est-ce pas, chez les uns et les autres. Ça a pris. Le gouvernement s'est intéressé au domaine. Le gouvernement même du Premier ministre d'alors, Seydou Fofana, avait pris 3 mois aussi d'action, de plan d'action, a attiré tous les ministères. Chaque samedi, il y avait assainissement, les ministres venaient, donc voilà, ça avait pris, et puis ça a suivi. Je crois qu'il y a eu un appel d'offres pour le ramassage et le traitement des ordures dans la capitale. Effectivement, avec la société turque aujourd'hui. Alors, principalement, je vois 3 domaines. La santé, principalement, et puis l'éducation, l'environnement, n'est-ce pas? Et puis je crois qu'il y a la culture de la paix. La culture de la paix. Il y a la culture de la paix, il y a l'humanitaire aussi, parce que nous faisons beaucoup de dons de vivres. Surtout quand c'est le couches vulnérables. Oui, quand c'est le mois saint de Ramadan. Donc voilà, il y a la culture de la paix. Voilà. On en parlera, surtout de la culture de la paix à la fin évidemment de l'émission. Alors depuis 2011, il faut dire que la Fondation Prosmi existe. Et cette fondation est dans l'humanitaire, et j'ai dit l'humanitaire, c'est bien
faire du bien pour les autres, apporter du soutien à ceux qui ont besoin. C'est ceux-là qu'on appelle les couches vulnérables, en retour contre absolument rien, seulement la reconnaissance. Et c'est ce que cette fondation de la Première Dame fait. Elle aurait dû se contenter de son cabinet, tout simplement, puisque ce n'est pas obligatoire. Et je pense que ça, c'est une information pour beaucoup. Parce qu'on pense que c'est obligatoire qu'une Première Dame ait une fondation. C'est pratiquement naturel et personnel que si une Première Dame veut, elle ouvre une fondation. Maintenant, depuis 2011, la fondation existe. Peut-être qu'on ne peut pas égrener toutes les actions que vous avez menées, mais quelles sont les principales actions? Et moi, j'aimerais qu'on commence par la dernière, qui s'est passée, je crois, il y a quelques jours. J'ai appris que votre fondation, en collaboration avec une autre entité, a procédé à ce qu'on appelle... comment on va appeler ça, l'appareillage auditif des malentendants, c'est-à-dire ceux qui n'entendent pas bien, leur permettre de... Alors, comment vous avez ficelé ce projet? Ça a impacté la vie de combien de malentendants au jour d'aujourd'hui? Après, vous reviendrez maintenant depuis 2011, les actions que vous avez... C'est l'actualité qui prime, oui. D'accord. Donc, c'est en partenariat avec la fondation Starkey, qui est donc une grande fondation américaine qui fait des tournées dans toute l'Afrique et l'Asie. C'est un monsieur que j'admire, le fondateur, parce que c'est donc une personne très fortunée, mais qui a dédié sa vie aux autres. Vous voyez, non? Il dit que seul on ne peut rien faire. Il a son argent, tout ce qu'il faut. Il sillonne l'Asie et l'Afrique pour appareiller les personnes malentendantes. Donc, il nous est arrivé en Guinée. Il avait des contacts, il cherchait donc la formation. Heureusement, il est tombé sur un médecin ORL à Ignace-Dine. Je crois que c'est Dr Keita, ou je ne suis pas sûre de son nom. Donc, il a mis en contact avec le personnel de la poursuite. Et depuis là, il y a eu des réunions. Le monsieur est venu en personne. Ils ont appareillé donc 400 personnes, autrement dit 800 appareils. Ils sont venus avec 800 appareils. Ils ont pris tout en charge, avec 48 personnes dans sa délégation. Ils ont tout fait sur place. L'agencement, la façon dont ils travaillaient, au bout d'une journée, 400 personnes étaient appareillées. D'accord. Et on dit qu'une personne qui n'entend pas bien, on sait que lui et on va dire les yeux, c'est vraiment sensible. Une personne qui n'entend pas bien manque de quelque chose. Donc, il se dit que cet appareil-là coûte extrêmement cher pour une personne lambda, ne peut pas s'acheter ça durant toute sa vie pratiquement. Comment vous avez pu convaincre le monsieur à venir justement en faire un don pour ces gens-là, et quel retour vous avez eu des bénéficiaires? Disons, c'est la façon que Prosmi travaille, parce que nous avons un site internet, nous sommes sur les réseaux, les gens savent comment nous travaillons, c'est-à-dire que chez nous, on ne stocke pas, on n'a pas d'économie, on n'a rien. Tout ce qui rentre, donné par les institutions ou les donateurs, les bienfaiteurs, est donné et transmis aux bénéficiaires. Et souvent, nous marquons sur nos objets interdits à la vente. Pourquoi? Parce que ce qui a été donné est transmis aux bénéficiaires. Donc, ce monsieur est venu, effectivement. C'est pas nous qui lui avons fait appel, c'est lui qui a cherché à entrer en contact avec nous. Mais c'est vrai que si j'avais su son existence, nous allions faire la démarche vers lui. Donc, il est venu nous aider. Et l'autre jour, je disais que le sourire d'une petite fille de 4 ans, qui n'entendait pas, depuis sa naissance, elle n'a pas prononcé un seul mot, elle est sourde. Alors quand j'ai demandé à son papa, j'ai dit quelle langue vous parlez à votre enfant? J'ai dit parlez lui. Il dit toutes les langues. J'ai rigolé, j'ai dit non, vous avez une langue maternelle. Forcément, oui. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que l'enfant n'entendant pas n'avait pas de langage. Donc c'est ça. C'est le bien. Le sourire de cet enfant
Et tout, c'est un peu le retour qu'on attend. C'est le cadeau que nous voulons. Vous avez dit tout de suite là que sans rien en retour sauf la reconnaissance. Moi je dirais même la reconnaissance, je mets ça morale, de côté. Ouais. Je mets ça de côté. Disons, quand on fait du bien, on n'attend rien en retour. Même la reconnaissance là. Il y a un adage qui dit que tout ce qu'un homme fait pour un autre homme n'est jamais perdu. Bien. Si je vous fais du bien, vous n'êtes pas reconnaissant avec moi, c'est pas grave. Un jour, il y a quelqu'un d'autre qui va me venir en aide ou qui va me faire du bien. Je ne saurais même pas les raisons. Absolument. C'est la récompense. Absolument. C'est ce que je vous ai fait qui m'a été rendu. Tout à fait. Et c'est sur ce concept qu'on va observer la petite pause dans cette émission. Malheureusement, il n'y a pas de café, on n'en a pas apporté à la première dame. Mais on va se retrouver tout de suite. Il y a le jus de gingembre. Bien. On va se retrouver dans la deuxième partie juste après la pause thé. À tout de suite. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat consacrée à l'humanitaire, focus sur la fondation PROSMI, protection sociale, maternelle et infantile, de la première dame de la République de Guinée, Madame Djené Kondé. Vous l'avez donc compris dans la première partie de l'émission, pourquoi elle est venue dans ce domaine. Elle l'a dit, naturellement, une femme reste prédisposée à faire du bien aux autres, mais aussi le domaine qui lui tenait à cœur, c'est bien entendu le domaine de la santé, de l'éducation, de l'environnement, mais aussi la culture de la paix. Les actions que la Fondation PROSMI a réalisées sur le terrain pour les Guinéens de divers horizons, aux quatre coins du pays, elle avait commencé à les citer par le dernier projet qui s'est réalisé ces 2 jours-là, permettre à ceux qui n'entendent pas bien, qu'on appelle les sourds, de pouvoir entendre avec des appareils qu'on place dans leurs oreilles. C'est important de pédagogiquement l'expliquer, et ces appareils coûtent extrêmement cher. Avec bien entendu la collaboration de cette structure, ils ont fait des dons à tous ceux qui en avaient besoin, au nombre de 400, n'est-ce pas, madame? Voilà. Alors vous allez continuer à égrener les principales actions que vous avez réalisées durant au moins 9 ans, depuis 2011. Mais je vous relance un peu sur une autre action qui a fait objet de beaucoup de médiatisation ici. C'est le cas des bébés siamois, c'est-à-dire ces bébés qui étaient collés l'un à l'autre. Vous les avez pris en charge, ils ont été séparés, ces enfants mènent leur vie tranquillement, comme les autres enfants. Comment est-ce que vous avez été informé du cas et comment vous vous en êtes saisi pour pouvoir aider ces parents-là qui en avaient besoin? Mais par l'intermédiaire de Ouidir, je vais quand même vous remercier. D'abord, je suis contente, je devrais le faire à la fin, mais disons que vous nous mettez un focus pour que nous parlions de tout ce que nous faisons. C'est comme un résumé de toutes nos activités depuis 9 ans. Alors les bébés siamois sont nés un mois de janvier, je crois que c'était le 15 janvier 2015. Et ils étaient à l'hôpital Donka et ça commençait, les murmures. Moi j'ai eu vent de cela, qu'il y a quelques jours, qui a ces bébés siamois à Donka, on ne sait pas quoi faire d'eux, on ne peut pas les opérer ici. Donc ça commençait à chanter partout. Moi, spontanément, j'ai donc annoncé que je les prenais en charge, sans me rendre compte. Après, du coup, et tout le reste. Oui, et comment ils sont collés, est-ce que c'est une situation qu'on peut sauver ou pas? Mais après, nous avons fait venir des spécialistes, c'est-à-dire la chaîne de l'espoir, qui, une fois de plus, a eu l'information par notre site internet, et qui a cherché à rentrer en contact avec nous, qui nous a dit donc qu'eux, ils aimeraient venir en Guinée voir la situation en place. Ce qui fut fait, nous les avons invités. Et les 2 bébés étaient collés par le nombril. Donc, disons, dans les cas de siamois, c'est l'un des cas les plus simples. D'accord. Toutefois délicat, il fallait les séparer. Mais ces deux garçons avaient tous les organes séparés. D'accord. Donc, ce qui a facilité... Donc, moins de complications, point de vue chirurgie et tout. C'est ça. Quand les médecins sont arrivés, ils nous ont dit qu'il y a des chances, de fortes chances, de les séparer et de les maintenir en vie.
Donc nous avons lancé un appel et cherché de l'argent pour les faire partir en France. Donc ils ont été opérés avec succès. Et j'ai été en France les voir et à leur retour, ils s'appellent Hassan et Aboubakar. D'accord. Donc aujourd'hui, un garçon et une fille. Hassan et Aboubakar. Ah, deux garçons. Deux garçons. Donc ils sont à Koya, bien vivants. D'accord. Franchement. Et les parents, on va dire, heureux. Très heureux. Ils sont contents, ils sont heureux. Je ne dis pas que ça a été facile, parce qu'il y a un des jumeaux qui est fragilisé, parce que je crois que ça c'est trop technique, je ne rentre pas dedans, mais on a pris un peu de ses organes pour son jumeau. Donc, voilà. Alors on a eu un deuxième cas de Siamon. D'accord. Et malheureusement, deux petites filles, belles, mais reliées par le cerveau. Waouh. Cerveau par la boîte crânienne. Ah. Elles ont deux cerveaux. Il y a deux cerveaux. Là, donc là, déjà, vous voyez le tableau, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ils sont nés en Guinée profonde, ici aussi. En Guinée profonde, derrière Sigirou. Ouais. Donc, j'ai envoyé l'ambulance les chercher. Elles étaient là plutôt à la nutrition, au centre d'INSEE. On les a gardées un certain temps. Et on a envoyé leur scanner, les photos un peu partout auprès d'humanitaires pour nous aider, surtout la chaîne de l'espoir, et à travers le monde pour nous aider à les séparer. Malheureusement, c'était un peu plus compliqué. Parce qu'en cas d'obturation, une des jumelles restait. Donc ils nous ont dit qu'elles étaient trop petites, d'attendre qu'elles appellent 2 ans. Ensuite, comme le séjour à l'hôpital commençait à être long, on a lancé un appel à Conakry et c'est la mission catholique qui nous les a pris. Il les a gardés presque jusqu'à leur 1 an. D'accord. Elles sont restées à la mission. Donc on les rendait visite, j'ai organisé, parce que donc les bonnes sœurs là ne prennent rien, elles ne voulaient rien, pas d'argent, pas d'aide, c'était la charité totale. Mais nous, donc on passait de temps en temps avec les associations qui sont en partenariat avec Postumi pour apporter des livres, un peu d'argent et tout. Et là, le Vatican a eu vent de cela, il les a pris. Au jour d'aujourd'hui, ils sont avec les parents. C'est la maman où ils sont en Rome. Actuellement. En attendant qu'ils soient. Ils ont les 2 ans. Bientôt ils auront les 2 ans, c'est ça? Je crois. En avril, mars ou avril. D'accord. Février. 2020. Okay. Voilà. Donc bientôt ces deux bébés aussi seront séparés par la grâce de Dieu. Alors les autres actions principales depuis 9 ans. Depuis 9 ans, donc dans la santé, comme nous avons commencé par cela, nous avons avec l'aide du ministère de la Santé, c'est-à-dire en partenariat avec le ministère de la Santé, construit 5 centres de santé à travers le pays, comme je vous le disais, pour jouer sur les indicateurs, parce que les causes de cette mortalité énorme en Guinée, c'est dû donc au manque d'information, au manque de sages-femmes. Disons que les 90% des sages-femmes formées restent dans la capitale, alors que dans la Guinée profonde, il y a des besoins. Donc il faut construire aussi suffisamment de centres de santé pour que c'est des centres de proximité aussi. Oui, c'est ça. Pour que ces femmes-là puissent s'approcher de ces centres-là. Donc la distribution de moto-ambulances et d'ambulances dans les lieux les plus reculés. Ensuite, nous avons octroyé des bourses d'études aux oncologues avec la Fondation Merck. Nous avons beaucoup de partenariats avec de grandes institutions. Donc, la Fondation Merck, dont la présidente, c'est ça, ou la fondatrice qui est venue vous rendre visite ici, oui, cette dame? Elle n'est pas la fondatrice, d'accord. Elle est la... Comment on peut appeler ça? La directrice. Le directeur exécutif. D'accord, ok. Donc voilà, c'est une grande fondation qui nous a aidé donc à envoyer nos médecins spécialisés oncologues pour approfondir leur formation en Inde, ainsi qu'en diabétologie.
Et ces médecins, certains sont revenus, d'autres sont encore en Inde. Nous avons aussi, avec la coopération turque, TICA, formé des sages-femmes en place en Guinée. C'est-à-dire qu'on nous a envoyé des formateurs qui ont fait des sessions de formation sur place à nos infirmiers. Ça, c'est dans le domaine de la santé. Bon, tout le monde se souviendra quand il y a eu l'épidémie d'Ebola, ce que la PROSME a fait. J'ai donné de ma personne, je suis allée à Atlanta au centre de CDC pour vraiment lancer un appel à l'aide sur la Guinée. Et aussi avec l'OPSI, nous avons fait une campagne. Nous-mêmes, nous avons former des caravanes à l'intérieur du pays pour sensibiliser, octroyer de l'aide aux orphelins d'Ebola, des alliés et puis de l'alimentaire. Et en matière d'éducation, plusieurs bourses au Nigeria avec une fondation et aussi en Malaisie avec une autre fondation donc qui prend... La bourse que vous avez octroyée aux étudiants guinéens ou aux médecins toujours? Non, là, dans le domaine de l'éducation, aux étudiants, aux collégiens d'ailleurs, je dirais, dans les deux cas. Donc il s'agissait de faire leur formation de lycée au Nigeria pour les uns et en Malaisie pour les autres. Donc nous travaillons aussi main dans la main avec l'éducation nationale. Nous avons organisé des concours d'écoles la plus propre, la plus fleurie. Nous donnons aussi, je crois que c'est 2 fourrages au lycée 2 octobre et un autre. Et nous avons lancé aussi la campagne du bon usage des médicaments, parce qu'il y a beaucoup de faux médicaments en Guinée. Absolument. Et aussi des médicaments qui ne sont pas vendus dans des structures dédiées. C'est quoi en pharmacie? Quand on achète un médicament dans les plateaux, au soleil, la pharmacie par terre, ambulant, il faut être sûr que le produit est dénaturé entre-temps. Donc voilà, nous avons fait des formations, des formateurs là-dessus et sensibiliser les élèves parce que c'est de bons vecteurs, les élèves du primaire, du collège, pour que ce soit eux qui relayent ça auprès des parents pour dire que voilà, lorsqu'on est malade, on voit le médecin ou à défaut on va en pharmacie et pour obtenir les conseils. Donc, principalement, ce sont les actions phares que la Fondation PROSME a menées. On reviendra entre-temps si la Première Dame se rappelle d'autres actions menées au bénéfice des populations, mais surtout celles qui en ont besoin, c'est-à-dire les couches vulnérables, les plus vulnérables. Donc. Et récemment, je viens d'y penser, c'est donc femmes et hygiène. Ça s'est passé au mois de novembre. Non, au mois d'octobre, nous avons donc dans la capitale, dans la commune de Matoto et Matam, procédé à des distributions de produits hygiéniques de haute qualité, de luxe, à la population. Il s'agit de quoi? Il s'agit pas d'apprendre l'hygiène aux femmes, mais vous avez vu les couches les plus défavorisées. Parfois, on peut oublier, avec les vicissitudes de la vie, on peut oublier jusqu'à l'hygiène élémentaire. Oui, c'est ça. Donc, leur apprendre l'hygiène, comment une femme doit rester propre sur elle-même et tout ça. Il est prévu de faire des ateliers au niveau des communes pour appeler les jeunes filles, leur donner ces produits-là. Et aux jeunes mamans aussi, des produits, des couches. Et j'en passe, comme nous avons fait ça tout récemment. Je reviens sur la paix, parce que notre pays alors, vous avez sans doute mené des activités de sensibilisation au civisme, à la citoyenneté. En ce qui concerne la situation actuelle, vous allez sans doute lancer un appel à la fin. Mais j'ai voulu dire, toutes ces actions-là ne se font pas sans moyens, évidemment. Est-ce que ça a toujours été facile? Quand par exemple vous avez identifié un domaine, vous dites, eux ils ont vraiment besoin d'aide, ils ont besoin qu'on leur apporte de l'aide dans telle zone reculée,
mais les moyens n'étaient pas là. Est-ce qu'il arrive souvent que vous aviez des besoins et que vous n'aviez pas véritablement les moyens? Il faut trouver des donateurs. Est-ce que c'est quand les donateurs sont là que vous ciblez les couches qui ont besoin? Non. C'est-à-dire que nous avons un plan d'action. C'est des petits plans d'action que nous faisons dans l'année parce que ça ne sert à rien de faire des plans sur 1 an, 2 ans. Donc nous commençons par le trimestre, le semestre et ainsi de suite. Pour être toujours présent auprès des plus démunis. Donc nous travaillons avec les institutions du gouvernement, les institutions comme ONU-SIDA, ONU, le système des Nations Unies en général, nous travaillons avec eux, avec l'Organisation mondiale de la santé, et aussi au niveau des ambassades, parfois il y a des appels d'offres à projets. D'accord. C'est comme ça que nous avons eu Educaso. Educaso, c'est donc le système d'éducation à la sexuelle dans les lycées et collèges. Donc c'est la Fondation Proxmi qui pilote cela. Et avec ONU-SIDA, nous avons eu à faire des activités dans les zones minières pour sensibiliser donc à l'infection au VIH-SIDA, parce que c'est des zones qui sont les plus où il y a le plus d'infection là-bas. Donc nous avons fait Kamsar, Bouki, la région de Sigiri et tout ça. Donc voilà comment la population vit et la Proxmi vit, et nous avons un grand projet qui est donc la construction d'une pédiatrie en Guinée, parce qu'il y a les petits services de pédiatrie dans les grands hôpitaux, mais il n'y a pas d'hôpital dédié à cet effet pour les enfants. Et lorsqu'on a opéré les premiers siamois, dans les discussions avec la chaîne de l'espoir, il nous a été conseillé effectivement de faire un hôpital. Et au lieu de rapatrier ces enfants en France, ces professeurs, ces grands professeurs de la santé peuvent venir en Guinée opérer les enfants sur place. Ça a 2 avantages. Déjà, les aussi donc de faire par télémédecine avec les équipements disponibles sur place. D'ailleurs, nous le faisons un peu par radiotransmission. À Ignace-Dine, nous avons installé un système qui permet de voir, parce qu'il y a beaucoup d'enfants malades du cœur en Guinée. Donc nous les prenons, ces enfants-là, et on leur fait la radio qui est tout de suite envoyée en France, et nous avons la réponse, les médecins ont la réponse après. Bon, ceci dit, avec ces institutions, donc nous avons fait un dîner gala en 2016 pour pouvoir construire cet hôpital pédiatrique. Malheureusement, bon, l'argent que nous avons eu nous a quand même servi, parce que nous avons fait une étude de faisabilité avec maquette à l'appui. Donc nous pouvons démarcher. Cet hôpital doit être géographiquement à Kétaya. Donc c'est en banlieue de Conakry. Nous avons donc le terrain qui est déjà un peu viabilisé parce que nous avons fait la clôture. Nous attendons le financement. Rapidement, avant la dernière question, après toutes ces actions que vous avez menées, c'est vrai, vous avez dit tout à l'heure, vous le faites de façon désintéressée. La reconnaissance derrière, même s'il n'y en a pas, c'est pas trop ce qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est de faire du bien. Mais est-ce que tout de même, après ces 9 années, vous avez eu des retours de ces gens-là, de ces couches-là qui ont bénéficié des aides de Proxmi, à dire franchement, on est fiers, franchement, aujourd'hui, avec les actions que vous nous avez faites, on est comme ça. Est-ce que vous avez ces retours-là, rapidement? Oui, je crois qu'on a des retours. Moi, personnellement, j'ai des retours parce qu'à chaque sortie dans la foule, j'entends des gens dire merci Adia, mais surtout sur notre site. Je crois que nous avons des indicateurs pour regarder. Nous avons fait telle action et voilà le nombre de personnes contentes de l'événement, de l'action menée sur le terrain. Et voilà. Et la récompense, c'est le sourire. Le sourire. Les nécessités. Voilà. Alors, on termine avec l'actualité, Madame la Première Dame. Parmi vos objectifs, il y a aussi la promotion de la culture de la paix.
Effectivement, le pays traverse des moments difficiles. Il y a une sorte de tension sociopolitique. Même si on ne vous voit pas tout le temps, alors sur le terrain politique, mais qu'est-ce que vous avez comme message, comme appel par rapport à cette tension qui existe sur le terrain? Oui, disons que par ma position, je ne suis pas celle qui va à l'avant. Parce que disons que le rôle de première dame est un peu difficile. Tu ne dois pas tout en faire, ni très peu. Donc tu es tout le temps en équilibre. C'est comme ça. Hein, c'est le rôle qui le veut comme ça. Et donc le terrain politique, ce que je sais de la Guinée, que je pense de la Guinée, je le dis tout le temps. C'est pour ça que j'ai organisé au niveau du cabinet cette fois-ci des ateliers pour dire aux Guinéens que nous sommes un et indivisibles, que nous ne devons pas écouter les sirènes qui nous chantent monts et merveilles. La Guinée est un tout petit pays, à peine 12 millions d'habitants. Regardez la surface de la planète Terre. Regardez les diversités. Nous, ici, nous sommes toutes de la même couleur. Alors, nous devons nous donner la main. Quand on est dans les grands pays de l'Occident, on vous voit passer, on ne va pas vous dire « Hey, vous êtes Guinéen ». On vous voit d'abord noir. Peut-être, à la limite, on dira africain. Absolument. Sinon, il y a certains qui ne connaissent pas l'Afrique qui vont vous dire, vous êtes antillais ou je ne sais pas. Donc, moi, partant de cette notion, j'ai dit que vraiment le Guinéen doit prendre conscience de ce que Dieu nous a donné. On s'est retrouvés sur ce bout de terre et nous devons être comme des frères de même mère, de même père. La politique, je n'y touche pas parce que ce n'est pas mon domaine. Mais je vais dire surtout que la cohésion, je vais créer une association où je vais faire la bienfaisance. Il faut déjà que ton pays soit en paix. Absolument. Et c'est dommage, c'est pour ça que j'aime des émissions comme vous faites là, parce que ça sert à véhiculer des idées, à ne pas être vraiment dans l'émotivité des manifestations à l'infini. Nous devons organiser des débats d'idées. D'accord. C'est les idées qui doivent s'entrechoquer. Le plus convaincant l'emportera. Mais il faut que nous préservions cette paix-là chez nous. Quand on voit qu'en Sierra Leone, il y a eu la catastrophe avec leur guerre qui n'en finissait plus, au Libéria, et récemment en Côte d'Ivoire, des remous qu'on a au Mali. Et nous, en dehors de l'agression qu'on a subie en 70 et puis ce qui s'est passé en 2001, mais la Guinée, entre nous, nous n'avons pas connu ce genre de guerre civile. Il faut qu'on maintienne la paix chez nous, à tout prix. À tout prix. Le temps fait défaut. Bien entendu, on aura l'occasion prochainement pour qu'elle nous dise dans ce domaine de la paix quelles sont les actions qu'elle a à l'endroit des autres femmes qui viennent des autres entités. Est-ce qu'il y a un cadre qui puisse permettre que même les femmes qui ne sont pas des mêmes bords se trouvent autour d'elle pour parler paix? Évidemment, nous aurons le temps d'en parler. L'histoire de paix, ce n'est pas l'histoire de partis politiques, ni d'ethnie, ni de quoi. La paix, c'est pour nous, c'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants, c'est pour la Guinée. Cette terre bénite que Dieu nous a donnée, nous devons la préserver. Et ça, je le dis haut et fort. J'ai organisé des ateliers, des lectures de Coran, du Saint-Coran. À chaque fois qu'il y a des remous, je fais en sorte de lever un peu la voix pour dire qu'il n'y a pas que des manifestations. Il faut que nous ayons aussi droit à dire que non, on veut que la paix chez nous. Voilà donc, puisque nous manquons de temps, comme je l'ai dit, la prochaine fois nous reviendrons largement sur les autres aspects, notamment de la paix et toutes les initiatives de la Fondation dans ce sens-là, à l'endroit des autres couches féminines, quel que soit leur bord, que ce soit politique ou ethnique. En tout cas, merci Madame la Première Dame de nous avoir reçus ici. Merci beaucoup. Monsieur Gallo, merci pour l'invitation. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce numéro de Café Débat. Ce fut un plaisir pour moi de vous avoir servi. Merci de l'attention. À demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous.